Bonjour à tous, moi c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une date un peu particulière, le 7 juillet 2025. Oui, une date où, quasi le même jour, deux grosses affaires ont été bien closes. L'affaire Epstein aux USA et l'enquête Covid en France. Alors, coïncidence? Ou, comme le suggèrent certaines analyses qu'on a consultées, quelque chose de plus coordonné, un grand blanchiment. On va creuser ça. C'est ça. On va s'appuyer sur des extraits, des analyses qui décrivent ces clôtures et qui soulèvent pas mal de questions sur les versions officielles. Le but, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir les liens possibles. Est-ce que ça dit peut-être de la responsabilité des élites? Exactement. Sans prendre parti, juste analyser ce qui est rapporté. Ok, alors commençons par Epstein. Le 7 juillet 2025, le département de la justice américaine, le DOJ, annonce suicide confirmé. Et surtout, pas de liste de clients trouvés après une enquête exhaustive. Exhaustive. Pourtant, quelques mois avant, en février 2025, il y avait cette procureure, Pam Bondi. Ah oui, Pam Bondi. Elle affirmait l'avoir, cette liste, sur son bureau. Grosse contradiction, non? C'est ce que relèvent les sources, oui. L'explication après coup, comme quoi elle parlait de l'ensemble des documents, elle convainc pas tout le monde apparemment. C'est un peu léger, hein? Disons que ça interroge. Et puis, il y a ce détail, ce trou d'une minute dans la vidéo de surveillance de la cellule. Pour certains, c'est symbolique des failles du récit. Et pendant ce temps, Ghislaine Maxwell est condamnée. Année, vu par certains analystes comme le fusible parfait. Ça permet de dire justice est faite sans forcément aller chercher plus haut vers les hommes puissants qui auraient pu être impliqués. Et il y a cet aveu quand même fou du DOJ, non? Reconnaître avoir plus de 10 000 vidéos et images, Oui, mais refuser de les publier, soi-disant pour protéger les victimes. c'est là qu'une autre lecture émerge dans les textes qu'on a analysés, protéger les victimes ou protéger autre chose. L'État dirait pas de liste, mais admettrait détenir une mine d'or d'infos compromettantes. Du coup, l'enquête deviendrait une sorte d'actif. De contre-espionnage, presque. C'est une hypothèse soulevée, oui. Certaines sources évoquent même la piste du renseignement, avec les liens supposés du père de Maxwell, ou la présence de figures comme Ehud Barak. Enfin, c'est un autre niveau de complexité. Ok, restons sur ce 7 juillet, mais changeons de continent. La France. La Cour de justice de la République, la fameuse CJR, Celle qui juge les ministres, oui. rend un non-lieu pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Accusation, abstention de combattre un sinistre, en gros pour la gestion du Covid. Alors là, juridiquement, ça se tient, selon la Cour. Buzyn était parti avant le premier décès officiel. Les autres ont bien pris des mesures pour combattre l'épidémie. Techniquement. Techniquement, oui. Mais ça heurte un peu la mémoire collective, non? Le chaos des débuts, les masques. C'est exactement ça. Le décalage est frappant. Même Véran qui parle de non-lieu sans joie, ça montre bien cette tension. Ça renforce l'image d'une justice un peu à part, pour les politiques, pour certains. C'est une critique récurrente de la CJR, oui. Et puis, il y a l'économie. Ah oui, les chiffres. Banque de France, INSEE, les faillites d'entreprises. Ça avait baissé avec les aides, mais fin 2023... Ça explose. On dépasse les niveaux d'avant-crise. Donc, l'impact économique des politiques menées, il est bien là, même s'il a été masqué un temps. Et ce non-lieu, d'une certaine manière, il occulte cette responsabilité économique et sociale plus large. Tout à fait. Et il y a aussi ce que certains appellent les oubliés de la vaccination. L'ANSM, l'Agence du médicament, rapportait déjà des milliers d'effets secondaires signalés, dont une partie jugée grave, comme des myocardites. Attention, le but ici, c'est pas de remettre en cause la vaccination en soi. Non, pas du tout, mais de souligner qu'il y a eu un coût humain, parfois ignoré, que le non-lieu, par définition, ne prend pas en compte. C'est un autre aspect de la gestion de crise. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Un non-revient qui fait le lien. Bill Gates. Ah oui. Il a admis sa relation stupide, son erreur de jugement avec Epstein. Et ça, c'était après la première condamnation d'Epstein. Tout à fait. Le Wall Street Journal avait même sorti une histoire de tentative de chantage d'Epstein sur Gates. Et il y a ce vol documenté de Gates dans l'avion privé d'Epstein. C'est troublant. Et ce même Bill Gates, via sa fondation, est un acteur absolument majeur de la santé mondiale. OMS, Gavi... Et la France, partenaire clé, avec Agnès Buzyn, alors ministre, qui co-organise une conférence importante à Lyon en 2019 avec ses acteurs. Exactement. Et regardez la chronologie de Buzyn, telle que rapportée.
Démission en février 2020, nomination à l'OMS en janvier 2021, mise en examen en septembre 2021. Et non-lieu en juillet 25. Certains analystes y voient une sorte d'exfiltration possible vers un poste international dans une organisation très influencée par la Fondation Gates elle-même, Gates lui-même lié à Epstein. Un système de protection mutuelle peut-être, ou de gestion de crise à niveau transnational. C'est une des interprétations possibles, basée sur ces connexions. Un réseau d'influence qui dépasse les frontières. Donc, pour résumer, ce 7 juillet 2025, on a 2 clôtures d'affaires majeures. Très différentes, hein. Crime et renseignement d'un côté, gestion de crise sanitaire et politique de l'autre. Mais avec un résultat qui semble similaire selon les analyses. Les plus hauts niveaux semblent épargnés. Moins un complot précis qu'un système, en fait. Un système qui produirait de l'impunité. C'est la question de fond que posent ces documents. Au-delà de la liste Epstein ou du jugement de la CJR, c'est le fonctionnement même qui est interrogé. Est-ce que le système protège certains élus? Et quelles conséquences? Sur la confiance, évidemment. Oui, la confiance envers les institutions nationales, mais aussi envers ces nouveaux acteurs très puissants, les grandes fondations privées qui pèsent sur la gouvernance mondiale. Ça laisse songeur. Et ça nous amène à des questions, pour conclure, inspirées par nos lectures, face à des récits officiels qui semblent incomplets ou contredits. Comment se faire sa propre idée? Quel contre-pouvoir existe vraiment aujourd'hui? Qui contrôle ces acteurs mondiaux non élus? Ce grand blanchissement présumé, est-ce que c'était juste ce jour-là ou est-ce le signe d'une nouvelle norme? Voilà, de quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. À bientôt sur Confluence.